Madame la présidente, je me permettrais quand même, avant d'aller dans le vif du sujet sur le projet de loi en tant que tel, de faire un petit récapitulatif de pourquoi je me suis retrouvée à être la porte-parole en habitation pour ma formation politique en janvier dernier. Ça fait peut-être seulement 5 mois que je suis porte-parole, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé vraiment concrètement et intensivement avec les groupes depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'aimerais aussi revenir sur une date importante pour moi comme députée et qui m'aura servi ensuite à devenir la porte-parole, le 25 août 2021. Nous avons reçu à Gaspé la visite de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour des annonces dans le fonds d'aide au rayonnement des régions. Les journalistes étaient très heureux, eux aussi, de recevoir la ministre ce jour-là, mais pour une toute autre raison, parce qu'ils allaient enfin pouvoir questionner le gouvernement sur la crise du logement qui sévit à Gaspé. Sous-estimant peut-être l'exaspération des citoyens de mon comté qui sont en quête d'un logement depuis même parfois plus de 2 ans, la ministre a répondu tout bonnement aux journalistes que nous n'étions pas en crise du logement. Alors ça, c'est toujours spécial de voir des gens venir de l'extérieur d'un gouvernement et avoir une déclaration aussi ferme sur un problème qui est connu de tout le monde dans une région. Donc, ça n'a pas, comme vous pouvez l'imaginer, Madame la présidente, ça n'a pas laissé personne... ça n'a pas passé inaperçu, cette déclaration-là. Et les appels, les témoignages ont continué de se multiplier dans nos bureaux de circonscription. Et c'est là où j'ai décidé d'en faire un documentaire pour que les gens puissent entendre ces cris du cœur-là, pas seulement moi dans mes bureaux, mais que le gouvernement puisse enfin se saisir de l'ampleur de la situation. Donc, je vous dirais là que les gens ont spontanément levé la main pour y participer. Des dizaines de personnes se sont vidées le cœur devant la caméra en ne sachant plus combien de temps elles allaient pouvoir demeurer dans la région si la situation ne changeait pas. Encore aujourd'hui, j'en reçois de ces messages-là qui sont d'une tristesse infinie. Ce sont des drames humains qu'on vit, tous et chacun. Je suis certaine que tout le monde a un exemple de personne en quête du logement qui a dû cogner à la porte de son député au bord du désespoir parce que cette personne-là a épuisé toutes les ressources qu'elle avait et que c'est vraiment le cri du cœur que nous avons entendu à plusieurs reprises dans nos régions. Alors, je voudrais prendre le temps qui m'est offert quand même pour parler d'un cas qui n'est toujours pas réglé en date d'aujourd'hui. Je ne dirai pas son nom, malgré qu'elle a déjà pris la parole publiquement pour en parler. Je voudrais simplement dire qu'est-ce qu'on reçoit comme message, par exemple, dans notre boîte courriel. On nous dit ici, l'an passé, j'ai dû quitter la maison que je louais à Douglastown depuis 3 ans parce que le proprio l'a repris. Je me suis ramassée à vivre dans un sous-sol d'un couple âgé que je ne connaissais pas avec mes 2 ados de 16 et 14 ans pendant quelques mois. Je leur en serai éternellement reconnaissante et je continue même à leur rendre visite de temps en temps. Ils nous ont carrément sauvés de la rue. Ils ont accepté que l'on garde nos 2 chats avec nous, mais pas nos 2 petits chiens. Donc, j'ai dû les mettre en pension. Et là, ça continue comme ça. Elle a fait une demande pour un HLM, mais pour plusieurs critères, pour plusieurs raisons, elle n'a pas été considérée. Sa demande n'a pas été acceptée. Alors, elle a continué à chercher, à mettre des annonces partout et elle est encore en attente de nouvelles. Et ça fait plus d'1 an qu'elle est en recherche d'un logement. Et moi, ça me touche parce que c'est un chien et 2 ados et tout ça, c'est la famille, c'est tout le monde qui se retrouve dans une situation de détresse qui perdure, qui dure des mois, des années, qui a un impact sur ces enfants-là qui doivent aller à l'école puis qui sont dans une situation toujours un peu instable. Nos chiens, ce sont nos membres de la famille aussi. Moi, s'il fallait que je me débarrasse de mes 2 chiens pour une question de logement, là, je m'en remettrai jamais. Là. Donc, je la comprends tellement quand elle dit ça. Elle est mère monoparentale aussi, donc c'est une difficulté de plus pour elle, beaucoup de pression. Alors, elle nous dit, vous n'avez aucune idée à quel point je suis en détresse, puis je ne sais plus à quelle porte cogner. Alors, c'est encore là, même si on a fait quelques modifications pour accéder plus facilement à un HLM ou avec les OMH, on a revu les critères. Force est de constater encore aujourd'hui que des situations comme ça, elles existent et à la tonne, Madame la présidente. Donc, des solutions à cette crise, j'en ai entendu de toutes les sortes, plusieurs, dans mon comté, ailleurs dans les régions.
pour être allé à la rencontre des gens. Il faut y aller sur le terrain, il faut aller voir nos élus, il faut continuer de s'informer sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui pourrait être accommodant pour nos municipalités qui essayent aussi d'en faire plus pour contrer cette crise du logement? Mais c'est le gouvernement qui ne suit pas, parce qu'il y a des initiatives locales, mais le gouvernement, force est de constater qu'il n'a pas suivi tout le mouvement qui était créé, formé localement, partout au Québec, pour essayer de contrer la crise du logement. Alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Je parlais de cas tout à l'heure. Ces gens-là, là, s'ils ne se retrouvent pas de logement, là, bien, on les perd. On perd du monde chez nous, en Gaspésie. Et ça, c'est dommage parce qu'on en fait du travail pour attirer de la main-d'œuvre chez nous. Alors, plus motivée que jamais à débattre en habitation avec la ministre directement, mon chef m'a confié la responsabilité du dossier. Et je pense que personne ici va pouvoir se demander qui est la porte-parole en habitation pour le Parti québécois parce qu'on a été actif, Madame la Présidente, plusieurs pistes d'action qu'on a proposées et c'est là où nous en sommes rendus aujourd'hui. En mars, je suis sortie sur la nécessité de doter les municipalités d'un droit de préemption parce qu'elles sont toutes concernées et préoccupées, les municipalités, par la question du logement. L'Union des municipalités du Québec a même applaudi notre sortie. J'ai ensuite déposé, comme prévu, comme engagé, mon projet de loi il y a environ 3 semaines, durant la semaine des assises de l'UMQ. Et depuis, bien, le gouvernement s'est enfin engagé à légiférer sur la question. Et ça m'a fait sourire, ça m'a surpris, mais ça me va, ça me convient de voir que mon projet de loi, on avait fait un copier-coller et que c'est vraiment tous les articles qu'on retrouve. On l'élargit effectivement à la Société des transports en commun et aux communautés métropolitaines de Montréal, par exemple. Donc, on a vraiment pris le travail qu'on avait fait avec les légistes et c'est ce qu'on retrouve dans le début de ce projet de loi-là. Donc, vous ne serez pas surpris que les formulations, les modalités, tout ce qui s'y retrouve, c'est le travail qu'on a fait au Parti québécois. Donc, je suis contente de voir qu'on a encore cette influence sur le gouvernement et qu'on peut changer les choses pour les Québécois. Et ce travail-là était très, très important. Alors, il y a également un autre élément majeur du projet de loi, celui de protéger notre parc de logements sociaux, logements locatifs, par les OBNL. Vous savez, on a pris part, l'opposition, à plusieurs événements majeurs. Je vois justement mes collègues des 2 autres partis d'opposition. On était les 3 à la même manifestation à Richelieu, à la Villa Belle-Rivière, pour tenter le tout pour le tout avant que cette OBNL-là soit vendue à des intérêts privés, Madame la Présidente, et on n'a pas réussi à stopper cette transaction-là assez rapidement parce que le gouvernement ne semblait pas du tout comprendre de quoi on parlait. Quand on disait « notre parc n'est pas protégé légalement, il n'y a pas de mécanisme pour qu'un ministre ou un gouvernement autorise ou non une telle transaction ». Donc, c'est vraiment du patrimoine collectif qui a été bâti 20, 30, 40 années plus tôt par nos programmes gouvernementaux. Et là, on était en train de voir ça disparaître alors qu'on sait qu'on a nettement besoin d'augmenter notre nombre d'unités de logement social. C'était un non-sens, Madame la Présidente, un non-sens. Et ça a pris des semaines avant qu'on comprenne au gouvernement. Et c'est dommage que j'aille à le dire aujourd'hui, mais il aura fallu changer d'interlocuteur, Madame la Présidente. Il aura fallu que mon collègue, porte-parole aux finances, aille en étude de crédit et demande au ministre des Finances, avez-vous conscience de ce qui se passe présentement au Québec et qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là qu'il y a eu une ouverture et que le ministre a dit, s'il faut faire quelque chose, on va le faire, on va faire le nécessaire. Et c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc encore, quand on dit que le travail s'est fait par les oppositions, je ne suis pas gênée de le dire, Madame la Présidente. Parce que c'est vraiment une triste réalité, et même qu'on a demandé qu'il y ait des enquêtes pour le faubourg de Ménacène, pour la Villa Richelieu, la Villa Belle-Rivière. Et je le demande encore aujourd'hui, Madame la Présidente. Il faut que ces 2 immeubles-là, qui ont été vendus avant le projet de loi, puissent se retrouver aussi à être... qu'on renverse la transaction ou qu'on trouve une façon d'aller rechercher ça. Mais c'est vraiment plus que dommage, c'est scandaleux de voir qu'est-ce qui s'est passé avec des transactions comme ça où on ne voit plus où l'argent est allé et on n'est pas capable d'être en communication avec les administrateurs qui ont dissous le conseil. Il a fallu aussi des points de presse. On a fait une conférence de presse avec la Fédération régionale des OBNL de la Montérégie et de l'Estrie,
qui est venu ici, on a eu des questions, ils étaient dans les tribunes et ils ont entendu les réponses qui étaient nettement insuffisantes. Alors, je veux le rappeler qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour en arriver à ce projet de loi-là, qui arrive tard aussi là, dans la session. Et en troisième point, dans le projet de loi, on a également la clause F. Et là, c'est là que ça se corse. Je suis un petit peu plus critique par rapport à ce point-là, parce que nous, on a été très clairs au Parti québécois qu'il fallait l'abolir, la clause F. Il n'y a pas de raison qu'un propriétaire, peu importe le nombre d'années de construction, de son projet de construction, il n'y a aucune raison de faire des augmentations de tarifs de 100, 200, 300 dollars. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça puisse se faire. Et ça met de la pression sur nos aînés, sur nos personnes vulnérables. C'est eux qui doivent faire tout le travail pour aller devant le tribunal administratif et dire « on a un problème ici ». Et puis ça devient vraiment... La preuve, le fardeau de la preuve revient au locataire toujours. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être les locataires qui doivent avoir le fardeau de la preuve dans des situations comme ça. Donc, la clause F, on se serait attendu à ce qu'elle soit abolie, Madame la Présidente. Et là, on passe de 5 années à 3 ans, alors qu'on le voit déjà. Les groupes sont sortis pour dire, les associations de locataires notamment, ça ne changera rien. Puis en plus, moi, je rajoute que ça envoie un très mauvais message aux propriétaires, Madame la Présidente. Je pense que la ministre, de la façon que c'est intégré, bien, ça dit faites-en ce que vous voulez dans ces 3 années-là, alors qu'on est devant plein de situations critiques avec le délai de 5 ans. Ça ne changera rien. Donc là, il y aura certainement des discussions. Oui, je suis prête à collaborer, Madame la Présidente, mais on ne passera pas n'importe quel projet de loi non plus. On l'amène très, très tard dans la session, puis je pense que c'est un peu une stratégie du gouvernement aussi de nous mettre la pression sur les épaules des oppositions en essayant de rapidement adopter n'importe quoi sans qu'on ait eu le temps vraiment de passer article par article puis de voir tous les effets d'un projet de loi. C'est important quand on étudie un nouveau projet de loi de pouvoir le faire de façon très rigoureuse. Alors, il y a ça qu'il faudra pouvoir en discuter, voir l'ouverture de la ministre. J'espère qu'il y en aura. Et on entendra des groupes qui auront certainement aussi cette préoccupation-là concernant la clause F. Et je voudrais dire aussi que il reste beaucoup de travail à faire. Évidemment que ce projet de loi-là, ça ne peut pas être la réforme en habitation du gouvernement, puis qu'on va l'entendre se taper dans les mains toute la campagne électorale pour dire oui, le logement, on s'en est occupé, nous. On a fait ce qu'il fallait. Alors, j'entends le discours de la ministre depuis... ça fait 5 mois que je suis porte-parole, puis le poil me lève sur les bras, Madame la Présidente, quand j'entends le super bilan de la CAQ en matière d'habitation. Il y a juste lui là, qui se croit là, sur la question de son bilan. Moi, je peux vous le dire, là, logement social, il n'y en a pas assez qui se construit. 5 000 logements qu'il faudrait par année. C'est ça qui est demandé. C'est pas moins que ça. On peut pas se contenter de quelques centaines d'unités de plus par année. Accès logis. Il faut qu'on sécurise ce programme-là qui est super important pour les groupes communautaires. Qu'est-ce qui va advenir d'Accès logis? Moi, je veux entendre la ministre là-dessus. J'ai eu même un projet de loi avec la ministre du Tourisme, le projet de loi sur l'hébergement collaboratif, l'hébergement touristique, et on parlait de l'hébergement collaboratif, dont les Airbnb. Pourquoi est-ce que, à mon amendement, que je demandais que les municipalités partout où il y a une crise du logement, donc à un certain pourcentage de taux d'inoccupation, on aurait dû pouvoir l'interdire partout et que si une municipalité veut s'en prévaloir, bien qu'elle en fasse la démarche. C'est ça qu'il faut, c'est ça la vision qu'il faut avoir pour nos régions au Québec qui sont touchées par la crise du logement. Ça ne devrait pas être seulement le fardeau des municipalités d'aller contre la volonté de certains de ses citoyens pour aller chercher quelques revenus en louant sa maison l'été. Mais si on a un problème comme ça, de telle envergure, bien, c'est un problème qui doit être collectif, réglé collectivement, mais il faut un leadership, il faut que le gouvernement disent, bien, regarde, on enlève ce droit-là et puis il y aura des démarches chez une municipalité. Il tient vraiment à ce qu'il y ait des réservations de type Airbnb, là, les plateformes de ce genre-là. Alors, il y a toute la question de la spéculation immobilière. On a demandé à ce que les investissements étrangers soient taxés davantage, qu'on taxe même le taux d'inoccupation. Madame la Présidente, il faut avoir ces discussions-là ici à l'Assemblée nationale. Le FAC, je peux en parler rapidement parce que j'ai eu encore des échos pas plus tard qu'hier, que des maires et mairesses disent « ça ne fonctionnera pas, le FAC. Ça ne fonctionnera pas, c'est compliqué. »
Et le pourcentage qui est demandé d'apport pour les municipalités, il y en a plein qui ne pourront pas aller de l'avant avec des projets quand on demande 40 % d'apport. Donc, c'est très restrictif, puis c'est la seule solution qu'on a mis de l'avant, un nouveau programme d'habitation abordable. Donc, plusieurs disent on ne pourra même pas déposer de projet, ça ne donne rien. Et même d'autres organisations en habitation aussi qui m'ont dit là, il faut tout rechanger nos projets. On avait déjà déposé des projets, on nous demande de repasser par le FAC, il y a d'autres paramètres, d'autres façons de faire, d'autres critères. Donc, vraiment, c'est pas du tout commode comme façon de faire pour les gens qui ont travaillé fort sur leur projet. Le logement étudiant, je vais terminer là-dessus parce que pour moi, le logement étudiant, on a des chiffres quand même qui démontrent que ça fait une pression sur le marché locatif parce qu'on a 60 % des étudiants qui sont dans le marché privé, qui vont louer des appartements. Souvent, c'est des appartements de 3-4 chambres, donc des 5,5 et plus parce qu'ils se mettent plusieurs ensemble pour sauver des sous. Mais ça, c'est des appartements qu'on a besoin pour nos petites familles qui n'ont pas les revenus pour avoir une maison ou qui doivent vraiment avoir un appartement à plusieurs chambres, puis on coupe ça du marché parce qu'il n'y a pas assez de logements étudiants. Alors ça, il n'y a rien qui a été fait en ce sens-là et on a tenu à ce que le groupe utile soit entendu en commission. Donc, je suis très heureuse que le gouvernement ait accepté d'aller de l'avant et qu'on puisse les entendre en consultation particulière demain. Alors, je vais m'arrêter ici. En terminant, je vous ai parlé de la pression qu'exerce le gouvernement sur les oppositions pour toujours adopter rapidement des projets de loi qui sont consensuel, mais on ne se fera pas passer n'importe quoi sous les yeux rapidement comme ça parce que, oh, là, tout d'un coup, on le fait pour le Québec, puis ça serait vous autres les méchants si ça passe pas. Ça, moi, je ne l'accepte pas. On fait notre travail, on l'a fait rigoureusement. Ça fait des années qu'on en parle, l'habitation. Ça aurait pu être fait il y a 4 ans, puis on serait rendu ailleurs. Donc, là-dessus, on va être en mode collaboration, mais je vous ai déjà un peu fait part de certains points qui nous paraissent un peu insuffisants. Alors, il y aura des questions, Madame la Présidente, certainement, qui seront posées, mais je peux déjà vous informer que nous serons pour le principe du projet de loi. Merci. Merci, Madame la députée.